Chapitre 19. La combe aux sorcières. J'ai plongé mon regard dans l'obscur, au cœur même de la noirceur. Désormais, plus rien ne me fait peur. Une heure après la tombée de la nuit, nous approchâmes de la combe. Nous fîmes halte sous les larges branches d'un chêne solitaire à une centaine de mètres de la lisière du bois. Appelle-la, chuchotai-je. La lune commençait à décroître. Quelque part derrière ces arbres, Agnès Sowerbutt avait dû s'éveiller à sa nouvelle existence de sorcière morte. Au fil du temps, tandis que son corps se décompose, lentement, une sorcière devient parfois amère et retorse, prenant en grippe ceux qu'elle avait affectionnés pendant sa vie. Mais celles qui sont enterrées dans la combe n'oublient pas tout de suite leur amour, leurs alliances ou leur haine. Jusqu'à un certain point, elle serait toujours la même Agnès, et j'espérais pouvoir compter sur elle pour pénétrer sans danger dans la combe, ou du moins pour évaluer la situation. Thorn poussa un long cri lugubre, rappelant celui du vautour avec une variante subtile. C'était l'avertissement qu'elle utilisait auparavant quand elle approchait du cottage d'Agnès. J'avais présenté Thorn à la vieille femme juste après avoir commencé son entraînement, et Agnès l'avait prise sous son aile. Elle lui transmettait ses recettes de potions et, à l'occasion, quand j'étais loin de Pendle, lui offrait l'hospitalité. Nous attendîmes en silence. On percevait de faibles bruissements sous les arbres, mais rien de vivant, ni de mort, ne s'aventurait hors du bois. Au bout de 5 minutes, je fis signe à Thorn de recommencer. Nous patientâmes de nouveau, tandis que les feuilles de chêne chuchotaient dans le vent. C'était une nuit entrecoupée de pluies soudaines. Pendant un moment, nous n'entendîmes plus que le martèlement d'une averse plus forte que les autres. La giboulée passa aussi vite qu'elle était arrivée, et la lune apparut brièvement. Je vis alors une forme noire qui rampait vers nous. Pas de doute. C'était une sorcière morte. Elle reniflait et renaclait le nez à ras de terre, sa robe sombre glissant telle une ombre sur l'herbe mouillée. Je ne reconnus Agnès que lorsqu'elle releva la tête. La mort l'avait horriblement changée. Elle s'arrêta à l'abri des branches en respirant bruyamment et s'assit avec difficulté, le dos appuyé contre le tronc du chêne. Il y eut un long silence. Seul le clapotement des gouttes d'eau tombant lentement de feuille en feuille avant de frapper le sol troublait le silence. J'observai Agnès et ce spectacle m'affligea. Certaines sorcières mortes sont capables de parcourir de longues distances à la poursuite de proies humaines. D'autres, trop affaiblies, passent leur misérable existence à ramper dans la boue et les feuilles pourrissantes à la recherche de rats et de mulots. Si telle était désormais la vie d'Agnès, je la prenais en grande pitié. Elle avait été une femme fière, à première vue son cottage paraissait encombré, mais ses pots et ses bouteilles étaient rangés en ordre parfait sur ses étagères, et son intérieur était impeccable. On n'y aurait pas trouvé un grain de poussière. Rares sont les sorcières qui se soucient de propreté. Agnès était une exception. Elle changeait de vêtements chaque jour, et ses souliers pointus étaient si bien cirés qu'on aurait pu s'y mirer. Thorn, choqué, se couvrit le visage de ses mains. J'étais consterné par les transformations survenues chez Agnès en si peu de temps. Sa robe en lambeaux était maculée de terre. Elle avait dû ramper dans un roncier à la recherche d'une proie. Ses cheveux autrefois si lisses et si brillants pendaient, gras et grouillants de verre. Des plaques de boue et de sang maculaient son visage émacié. Impossible de faire semblant. Quoique aimable, Agnès s'était toujours exprimée sans détour. Je ne mâchais donc pas mes mots, même si je parlais à une morte. « Cela me navre de te voir dans cet état, Agnès, » lui dis-je d'une voix douce. « Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour toi ?» Elle secoua la tête et des vers tombèrent sur ses genoux. « Je n'aurais jamais pensé en arriver là. Vivante, j'étais quelqu'un d'énergique, et j'espérais le rester dans la mort. Mais j'ai tellement soif, je ne trouve pas assez de sang pour me désaltérer. Je n'ai pas l'énergie de chasser du gros gibier ou des humains. Les lapins sont trop rapides. Je dois me contenter de petits rongeurs. » « Et les autres mortes? Les fortes ne font-elles rien pour les plus faibles ?» Agnès eut un signe de dénégation. « Les sorcières mortes chassent seules et ne s'inquiètent que d'elles-mêmes. »« Ce soir, au moins, ta soif sera étanchée, » lui dis-je. Je me tournai vers Thorn. « Apporte-lui quelque chose de gros. » L'instant d'après, la fillette avait filé. « Je détiens toujours la tête du malin, » repris-je. « C'est dans notre intérêt à toutes qu'elle soit restée séparée de son corps. Peux-tu nous aider ?»
Nos ennemis sont à nos trousses, nous pensions trouver refuge dans la combe. Il faudrait que certaines de nos sœurs mortes combattent à nos côtés. Les lois ne sont pas les mêmes ici, croissa Agnès. Je suis impatiente et ma parole n'a aucun poids dans ce lieu obscur. Impuissante et ma parole n'a aucun poids dans ce lieu obscur. Celles qui sont là sont-elles pour ou contre le malin? Les sorcières mortes, fortes ou faibles, ne se soucient que de sang. S'il leur arrive de penser, elles pensent à du sang. Pourvu que je ne devienne pas comme elles. Les souvenirs de ma vie passée me sont précieux. Je veux les retenir autant que je le pourrai. Mais n'espérez pas gagner les autres à votre cause. Elles tueront tout être vivant qui pénétrera dans la combe, et vous aussi, si elles vous attrapent. Combien y en a-t-il à proximité parmi les plus fortes? Demandai-je. En même temps, je guettais les craquements et les bruissements venus de la combe, indiquant l'approche d'une des sorcières les moins vaillantes. Deux seulement. La première est partie depuis 2 nuits, mais elle peut revenir à tout instant. C'est ce que je pensais. Si on réussit à atteindre le milieu de la combe avant l'arrivée de nos ennemis, les mortes seront nos alliés, qu'elles le souhaitent ou non. Levant les yeux, je vis Thorn qui venait vers nous en traversant la clairière. Elle tenait dans chaque main un lièvre qui gigotait. Elle entendit un Agnès. La sorcière morte s'empara de l'animal terrifié, planta les dents dans son cou et aspira son sang. Le lièvre cessa enfin de se débattre. Il était mort, exsangue. Agnès se saisit alors de l'autre. « Tu es une brave fille, Thorn !» s'exclama-t-elle quand elle se fut désaltérée. « C'est le meilleur sang que j'ai jamais goûté depuis que je suis arrivé dans cette maudite combe. » « J'aimerais faire plus pour vous, déclara Thorn. Vous avez toujours été bonne pour moi, Agnès. Cela me désole de vous voir ainsi. Soudain, je flairai le danger. Je reniflai le vent. Nos ennemis étaient tout près. On a à peine 10 minutes devant nous, dis-je à Thorn. Réfugions-nous dans la combe avant qu'il ne soit trop tard. Je me tournai vers Agnès. Suis-nous aussi vite que tu pourras. Je conduisis Thorn à la lisière du bois. Il y a des fosses et des pièges, ce que Kernold a creusé en son temps. J'en contournerai certains, je sauterai par-dessus les autres. Il faut avancer vite, ne me quitte pas d'une semelle. Je pénétrai dans la combe en courant, suivant le chemin que j'avais pris tant d'années auparavant pour aller combattre Kernold. Cette fois, aucune main ne tenta d'agripper ma cheville. Jadis, j'avais provoqué les sorcières mortes pour les attirer à moi. À présent, nous profiterions de l'effet de surprise, et les habitantes des lieux seraient dispersées parmi les arbres. Seuls les deux plus rapides seraient capables de nous intercepter. C'était une chance que la troisième eût justement quitté la combe pour chasser. Elle vadrouillerait peut-être plusieurs nuits avant de revenir. L'emplacement de chaque fosse était encore clair dans mon esprit. Je bondis bientôt par-dessus la première. Je ne regardais même pas en arrière pour m'assurer que Thorn me suivait. Elle avait le pied aussi sûr que le mien, et les réactions aussi rapides. Je franchis une deuxième fosse, puis une troisième. Je dus ensuite obliquer sur la gauche pour en éviter une quatrième. Un tronc d'arbre formait une barrière de l'autre côté, rendant le saut impossible. Je me rappelais de quelle façon Kernold m'avait trompé en préparant un piège supplémentaire au fond garni de pics. Une brusque inquiétude me saisit. Et si elle avait creusé de nouveau? D'autres que je ne connaissais pas? Je m'efforçai de me calmer sans ralentir l'allure. L'arbre de Kernold apparut alors. Après tant d'années, en dépit des intempéries, des cordes pendaient encore à ses branches. Je fis signe à Thorn de s'arrêter et désigner la fosse du doigt. Elle était partiellement recouverte de branchages et de fougères, sur lesquels de nombreux automnes avaient déposé une couche de feuilles mortes. On voyait sur le bord le large trou à travers lequel j'étais tombé pour m'empaler en contrebas. Nous contournâmes le piège pour venir nous adosser à l'énorme tronc, comme Kernold l'avait fait jadis. Revenir à cet endroit me procurait une curieuse impression. La vie me ramenait à mon point de départ, et je pressentais que j'aurais bientôt à affronter un péril similaire. Un froissement de feuilles sur ma droite m'alerta. Quelque chose approchait. Sans doute l'une des plus faibles habitantes des lieux. Elle ne représentait pas une réelle menace. Puis d'autres bruits s'élevèrent, des craquements de brindilles, les pas lourds d'un être qui ne craignait pas de trahir sa présence. Une sorcière morte apparut. Elle était grande.
Mais si je l'avais connue en vie, elle m'aurait été à présent parfaitement étrangère. À la place de son œil droit, elle n'avait qu'une orbite vide, et la chair de ce côté du visage avait disparu, révélant l'os de la pommette et le bas du crâne. Dans l'œil restant qui me fixait flambait une lueur de haine. Cette créature avait quelque chose d'inhabituel. Dans la ceinture de cuir qui retenait sa jupe poissée de sang était passée une lame, aux pommeaux recourbés, telle la corne d'un bélier, et elle tenait une longue lance. Les sorcières mortes n'ont pas de coutume de s'équiper de la sorte. Leur force surhumaine, leurs griffes et leurs dents sont des armes suffisantes. Brusquement, je la reconnus, et tout devint clair. C'était Needle la tueuse que Carnold avait détrônée. Une sœur de mon clan aurait pu être une alliée, mais le regard hostile de son œil unique exprimait tout le contraire. Il y dansait une lueur de folie. « Tu as franchi la ligne !» siffla Needle. « Ici, c'est mon territoire, celui des morts, pas celui des vivants. Viens-tu me provoquer, Grimalkin ?»« Pourquoi une vivante provoquerait-elle une morte ?» rétorquai-je. « Ton temps est passé, Carnold. T'as vaincu et je l'ai vaincu. Un jour, mon temps passera aussi et je m'installerai parmi vous. Nous pourrions nous associer, car un ennemi redoutable approche. » Carnold trichait. Elle ralliait des mortes à sa cause. Dans un combat loyal, j'aurais eu le dessus. Et le moment venu, tu aurais péri toi aussi par ma main. C'est pourquoi je te défie. Battons-nous rien que toi et moi. Si tu m'aidais d'abord à vaincre notre ennemi commun, Lancège, qu'en dis-tu? Quel ennemi? Des serviteurs du malin, ils veulent s'emparer de ce que je transporte dans ce sac. Dénouant les cordons qui le fermaient, j'en sortis la tête du malin et la brandis devant Needle. Elle eut un rictus grotesque, et un rayon de lune se refléta sur l'os blanc de son crâne. « Je n'aime pas le malin, dit-elle, mais je ne t'aime pas davantage. On t'appelle la plus grande tueuse des Malkines, c'est un mensonge. » Je remis la tête dans le sac et m'apprêtai à renouer le cordon quand un éclair de démence s'alluma dans l'œil de Needle. Elle courut vers moi, la lance pointée sur mon cœur. Laissant tomber le sac, je me mis en position de défense. Les plus puissantes des sorcières mortes sont agiles et plus fortes qu'aucun être vivant. Elles peuvent vous arracher les membres à main nue. Celle-ci était pire. Sa réputation n'était pas usurpée. Elle serait difficile à circonvenir. Thorn tira une lame et fit mine de venir à mes côtés. D'un geste, je lui enjoignis de rester à l'écart. Ma fierté m'obligeait à affronter seule la tueuse. À la dernière seconde, j'esquivai, et la pointe de la lame, la lance me manqua d'1 pouce. Je tenais mon épée à la main. J'avais autrefois tranché la tête d'une sorcière morte dans cette combe. Pour stopper Needle, je devais sans doute recommencer, peut-être même la tailler en pièces. Je tentai cependant une dernière fois de m'en faire une alliée. « Aide-moi à vaincre nos ennemis. Ensuite, nous nous battrons, proposai-je. »« Battons-nous maintenant !» rugit-elle. « Je vais te tuer, puis je t'arracherai le cœur et je t'enverrai droit dans l'obscur. Je prendrai aussi tes pouces. Tu seras déshonoré et effacé de l'histoire des Malkines. Tu ne seras plus rien. » Elle leva de nouveau la lance et bondit. Elle était au-delà de toute raison, ayant ruminé ses greffes, au cours de longues années passées en compagnie des mortes. Je m'étais placé dos à la fosse et je savais exactement quelle tactique employer. Je m'écartai pour éviter sa lance et lui asséner un coup de poing à l'arrière de la tête. Elle bascula dans la fosse sans un cri. Mais lorsqu'elle se fut empalée sur les pics de Carnold, elle se mit à pousser des hurlements de banshee. « Croyez qu'une sorcière morte devenait insensible ?» s'étonna Thorn en contemplant Needle depuis le bord. Chaque pic mesurait plus de 6 pieds de long. 4 l'avaient transpercé et son corps avait glissé jusqu'au fond de la fosse. L'une lui sortait de l'épaule gauche, les autres lui traversaient la gorge, la poitrine et le ventre. Je remarquai la pique que j'avais brisée moi-même pour me libérer et me rappeler la douleur éprouvée. « Ce n'est pas tout à fait exact, expliquai-je à Thorn, mais elle souffre surtout de la frustration d'avoir raté son coup. Elle sait qu'elle a perdu et pire encore que je l'ai vaincue aisément. Son corps résiste alors que son esprit se décompose et elle sombre dans la folie. Je l'avais surestimée, elle n'est plus que l'ombre de ce qu'elle fut. » J'avais presque pitié d'elle, car elle avait été une tueuse renommée. Sa chute n'en était que plus sévère. J'espérais seulement n'être jamais réduite à un tel état. Des cris et des bruissements emplissaient à présent le sous-bois. Les sorcières mortes approchaient, alertées par les plaintes de Needle. Puis j'entendis autre chose. Thorn et moi reniflâmes ensemble. Cette fois, ce n'était pas une tentative de localiser une menace ou d'estimer la puissance de l'adversaire, car ce que nous sentions, n'importe quel humain l'aurait reconnu, et n'importe quel habitant de la forêt aurait été saisi d'effroi. C'était une odeur de fumée, de bois brûlé. Je compris aussitôt.
Ils ont mis le feu à la combe. Non, ils ont mis le feu à la combe, s'exclama Thorn. Je balançai le sac sur mon épaule. Au même instant, une rafale de vent venue de l'ouest hurla entre les arbres. Ils avaient invoqué la tempête et allumé l'incendie grâce à la magie noire, et l'humidité des feuillages serait impuissante à le repousser. Les flammes allaient dévorer la combe, consumant tout sur leur passage. Nos ennemis n'auraient pas à s'aventurer dans le bois pour nous trouver, ni à combattre les sorcières mortes. Ils attendraient à la lisière, à l'est, que le brasier nous ait chassés de la combe.